BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. Allez, nous sommes ensemble encore pendant une dizaine de minutes. On prend le pouls du secteur immobilier new-yorkais en compagnie de Joëlle Laroche. Bonjour. Bonjour Sabrina. Vous êtes agent immobilier indépendante sous la houlette de l'agence new-yorkaise Douglas & Elliman. Vous êtes spécialiste donc de ce marché new-yorkais, Douglas & Elliman, qui a d'ailleurs sorti ses dernières statistiques avec les chiffres du deuxième trimestre. C'était plutôt pas mal, là, non? Deuxième trimestre 2015, donc ce sont les statistiques qui font un peu référence dans tous les médias new-yorkais. Ouais. Les chiffres ont été très bizarre. Enfin, c'est pas vraiment bizarre, mais disons qu'il y a eu beaucoup de records. Ouais. Donc, chaque chiffre représente pratiquement un record. Le marché. C'est bien, c'est pas bien ça. Les deux, c'est bien et c'est pas bien. Le prix de vente moyen d'un appartement à Manhattan, au deuxième trimestre 2015, a battu un record. Il est à 1 870 000. Donc, c'est un chiffre qui est extrêmement élevé. Ça, on a quoi, juste là, entre parenthèses, pour 1,8? Un deux chambres. Un deux chambres, c'est-à-dire 4 pièces. 4 pièces. Voilà. 1,8, Où ça, dans plein Manhattan pas forcément dans un très bon quartier, dans un quartier normal, dans un quartier moyen, pas dans un quartier très chic, pas dans un immeuble extraordinaire non plus. D'accord. Les ventes ont diminué. Les ventes ont énormément diminué. Il y a beaucoup d'acheteurs, mais l'inventaire est bas et il n'y a pas grand-chose à vendre. Donc en fait, l'augmentation de l'inventaire qui avait un petit peu commencé commence à stagner et on en est au point où il y a beaucoup de demandes et il n'y a pas d'appartements à vendre. Il y aurait beaucoup plus de ventes s'il y avait des appartements à vendre. Et pourquoi il n'y a pas plus d'appartements à vendre là? Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'il se construit énormément d'appartements. On a l'impression qu'ils sont construits un petit peu partout, spécialement Midtown, dans votre quartier. Oui, c'est incroyable. Des constructions un petit peu partout, là. La seule chose, c'est qu'il n'y a aucune adéquation entre les constructions et le pouvoir d'achat des New-Yorkais. C'est-à-dire qu'il est extrêmement difficile de pouvoir acheter un appartement avec les revenus du travail ici. Il faut déjà avoir au moins un appartement à revendre et puis on complète un peu avec les revenus du travail pour déménager. Et tout ce qui se construit est hors de portée d'acheteurs qui pourraient acheter avec les revenus du travail. Ce sont en fait des investissements qui sont faits par des gens qui utilisent l'immobilier comme un investissement. C'est un investissement spéculatif, c'est pas du tout de l'immobilier qui est utilisé comme logement. D'ailleurs, tous ces magnifiques immeubles avec ces appartements extraordinaires qui atteignent des prix invraisemblables de l'ordre de jusqu'à 100 millions de dollars l'appartement, en général ne sont même pas habités. C'est un petit peu dommage là quand même. C'est dommage, c'est dommage. Bon, si on regarde au niveau dans le détail là, on a parce qu'il faut savoir aux États-Unis, on a les coops. Alors, on a les coops et on a les condos. Donc le prix de 1 870 000 et quelques, c'est moyen, condo et coop. Si on ne regarde que les condos, qui sont les appartements qui correspondent un peu aux appartements à la française, c'est-à-dire qu'on a un titre de propriété, on fait ce qu'on veut dans son appartement, on l'achète, on le vend, comme bon nous semble. Là, les prix ont davantage augmenté. Par rapport à l'année dernière, on a vu qu'ils ont augmenté de 20%. Le prix moyen d'un condo est de 2,4 millions. 2,4 millions, oui. Oui, c'est vraiment, ça a beaucoup monté. Et ça monte parce qu'il y a de la demande et qu'il n'y a pas d'offre. Les particuliers hésitent beaucoup à mettre leur appartement en vente. C'est pour ça aussi que c'est une des raisons pour lesquelles il n'y a pas d'inventaire. Parce que le crédit est toujours bas mais difficile à obtenir. Donc les propriétaires ne sont pas sûrs qu'ils vont réussir à obtenir un prêt s'ils veulent déménager. Et puis ça se mord un peu la queue, c'est-à-dire comme l'inventaire est bas, qu'il n'y a pas beaucoup d'appartements à vendre, les propriétaires ont peur de ne pas trouver un appartement qui leur plaise davantage que celui dans lequel ils habitent. Les coops, c'est pareil? Alors les coops, c'est très différent. Les coops, ça représente à peu près 25% du marché, c'est beaucoup plus stable, ça n'intéresse pas vraiment les étrangers parce qu'on ne peut pas rentrer dans un coop quand on est un étranger qui vient juste d'arriver, c'est très difficile. Et en fait, énorme. Ça ne correspond pas vraiment à nos goûts non plus par exemple d'Européens, c'est-à-dire que nous on aime bien pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut chez soi, on n'a pas envie de demander à nos voisins si on peut repeindre notre cuisine d'une certaine couleur ni abattre une cloison. Aussi, lorsqu'on veut acheter, il faut qu'on soit agréé par le board, c'est-à-dire l'assemblée des copropriétaires, qui peut très bien refuser une candidature simplement sans motiver sa raison. Donc on ne sait pas pourquoi on est refusé. Et ça peut nous arriver le jour où on veut revendre l'appartement. C'est-à-dire qu'on est content, on arrive à entrer dans un coop, on demande l'autorisation pour faire le moindre des petits changements dans son appartement. Et le jour où on veut revendre, on trouve un candidat à l'achat, on est d'accord sur le montant du prix et le board doit approuver le candidat à l'achat. S'il le refuse, on ne peut pas vendre. Donc en tant qu'Européens, on n'est pas habitué à ce concept-là. C'est plutôt une sorte de club privé en fait, le coop. Bon, quels sont les quartiers là qui continuent de cartonner? C'est toujours la même chose? C'est à peu près toujours la même chose. Oui, bien sûr, ça ne peut pas changer d'un trimestre à l'autre. Si ce n'est qu'effectivement, il se construit de plus en plus d'immenses tours très très fines Midtown. Donc ça, on les voit qui poussent. Il y a 5 ou 6 tours immenses qui sont
plus de 1000 feet, c'est-à-dire plus de 330 mètres, qui sont extrêmement étroites. Les promoteurs immobiliers ont eu l'autorisation de construire sur des petits terrains des appartements très élevés, à condition de racheter les droits, les air rights des voisins, les droits de construction des immeubles voisins. Donc, en schématisant un peu, ils rachètent les droits de leurs voisins de construire et ils les ajoutent au-dessus de leur propre immeuble. Et ainsi, comme ça, ils peuvent construire des immeubles qui ont 50, 100 étages. C'est fou ça, c'est quand incroyable. on y pense, c'est... Incroyable, oui. Et surtout quand on les voit dans le paysage, c'est surprenant. Cette tour qu'on voit actuellement, qui n'est pas la plus haute, parce qu'il va s'en construire des beaucoup plus hautes, c'est très très surprenant de voir une tour immense avec des vues extraordinaires. Les vues sont incroyables. Bon, gros développement donc du côté de Midtown. Il y a quoi encore qui se... Alors, sinon, il y a Brooklyn qui est en pleine effervescence, c'est-à-dire avec énormément de transactions. L'inventaire à Brooklyn, contrairement à Manhattan, a beaucoup augmenté. Il a augmenté de 50% par rapport à l'année dernière. Les prix ont monté aussi beaucoup et les transactions ne sont pas très nombreuses pour la même raison. Il y a plus de demandes que d'offres et les prix sont élevés, c'est-à-dire que c'est très difficile d'arriver à économiser pour avoir assez pour payer le down payment, la compte. Et donc il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à acheter, qui n'arrivent pas à emprunter et donc c'est un petit peu figé, quoi. Du coup, on voit un petit peu des quartiers se développer, même ceux qui sont un petit peu moins hot. Des quartiers un petit peu moins chers qui se développent, toujours les quartiers traditionnels. Alors certains quartiers se développent comme par exemple East Village, donc l'est du village, où là il y a de nouveaux immeubles qui se construisent. C'est un petit peu moins cher bien sûr que des grandes tours dans Midtown, mais dans l'ensemble c'est à peu près la même chose, qu'il n'y a pas eu de grand changement, quoi. Donc on peut trouver des appartements à des prix à peu près raisonnables dans des quartiers résidentiels comme l'est ou l'ouest de Central Park. On peut trouver beaucoup moins cher par exemple à Harlem, qui est extrêmement bien relié par le métro. On peut trouver un peu moins cher à Brooklyn. On peut trouver un peu moins cher à Long Island City. On peut trouver un peu moins cher en bordure du New Jersey. Il faut chercher, quoi. Pardon ? Il faut chercher. Alors, il faut chercher, oui. Surtout, il ne faut pas être très, très fixé sur ce qu'on veut. Parce qu'en fait, il faut regarder en fonction de son budget et, par exemple, de la surface de l'appartement dont on a besoin, ce qui est disponible sur le marché. Étant donné qu'il n'y a pas grand-chose de disponible, si on commence à mettre en plus un critère géographique ferme, on risque de se retrouver à ne pas trouver du tout d'appartement. Bon, nos Français, là, vous vous occupez des Français, notamment. Oui, alors les Français... Ils ont été actifs ou pas trop. Les Français sont moins actifs parce qu'évidemment, avec le fait que le change aujourd'hui, l'euro est à 1,10, je crois. Donc effectivement, les Français, on raisonne toujours un petit peu par... on a l'impression qu'on fait moins de profit si on fait du manque à gagner. En réalité, c'est toujours intéressant d'acheter à Manhattan pour des raisons spéculatives, pas pour des raisons d'économie de loyer, parce que les loyers sont chers, mais les charges sont très élevées. Donc les Français digèrent un petit peu la baisse de l'euro. Donc ça s'est un petit peu calmé, là, vous l'avez senti quand même. Oui, on l'a senti pas seulement avec les Français d'ailleurs, c'est-à-dire que toute la demande internationale qui représentait en fait seulement 15% à peu près des acheteurs, s'est beaucoup calmé. Mais l'économie ici étant tellement forte, tellement bonne, ici le problème de l'emploi étant résolu, l'emploi est vraiment en plein boom à Manhattan. Tous les emplois qui avaient été perdus dans la finance ont été compensés par des emplois dans la technologie. Les bonus qui ont été distribués à Wall Street cette année ont été les plus élevés depuis 2007. Donc en fait, il y a des Américains aisés qui se sont substitués aux étrangers, à la baisse des étrangers. Et les Chinois dans tout ça, parce que je crois qu'ils étaient les premiers l'année dernière, ils continuent d'acheter, parce que si on voit ce qui se passe, c'est pas non plus... ils continuent d'acheter. Ça se passe pas très bien non plus en Chine, notamment du côté des marchés financiers, là, on a eu quelques inquiétudes. Alors, ils continuent peut-être d'acheter un peu moins, mais enfin, ils sont encore présents sur le marché. Ils sont encore présents sur le marché. Si on regarde sur la deuxième partie de l'année, là, ça se présente comment? Alors, c'est très difficile à dire. En fait, il faudrait vraiment être devin pour savoir, parce que les prix montent tellement haut. Il n'y a pas de crise de l'immobilier, il y a une crise du pouvoir d'achat. C'est-à-dire, on ne peut pas acheter d'appartements. Il y a des appartements, mais personne ne peut les acheter. Donc, est-ce que il y a aussi la difficulté d'obtenir des crédits. Donc, il est possible que les taux d'intérêt montent, que le crédit devienne plus facile à obtenir, ce qui permettrait à des primo-acquéreurs d'arriver sur le marché, parce que pour l'instant, il y a très peu de gens qui achètent pour la première fois depuis quelques années. Donc, en fait, voilà, peut-être que si les taux d'intérêt augmentaient et que le crédit devenait plus facile, il y aurait des primo-accédants qui arriveraient sur le marché. Au niveau des locations, on en est où? Les locations, les prix ont monté aussi. Il y a très peu d'appartements vides. Il y a beaucoup de gens qui veulent habiter à New York parce qu'il y a beaucoup de travail à New York. Donc en fait, quand on ne peut pas acheter, on loue. Donc en fait, les prix des locations ont augmenté. Et du coup, là, pour une location sur un 2 pièces... Alors un 2 pièces, par exemple, il faut compter dans minimum $4 000 par mois. $4 000 par mois? Oui. $4 000 par mois, il faut gagner 4 fois 40, c'est-à-dire $160 000 par an brut, pour pouvoir avoir le droit de louer un appartement à $4 000 mensuels.
C'est difficile. Ouais. C'est très cher. C'est très Bah, cher. il y en a en tout cas qui Oui, peuvent, bien sûr, mais disons que c'est le prix moyen, c'est pas un prix élevé. Ouais. Bon, bah écoutez, en tout cas, Ouais. vous reviendrez nous parler de ce marché immobilier qui, quand Avec même, plaisir. On peut le dire, hein, ça va beaucoup mieux. Oui. Est-ce que si on regarde un petit peu au niveau des tendances, je sais que vous êtes spécialiste de New York là, mais sur l'ensemble des États-Unis, on n'est pas sur une même logique ou C'est peut-être un petit peu moins fort? À peu près, oui, exactement. La même chose, un peu plus pondéré. Absolument. Bon, bah écoutez, merci beaucoup Joël d'être passé par les Merci. studios du Grand Journal de New York pour nous parler de ce marché immobilier très important. Hein, d'ailleurs, la Réserve fédérale américaine le regarde tout particulièrement. C'est la fin de ce Grand Journal de New York. On se retrouve la semaine prochaine.